Hola tout le monde, c'est Alain et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette table à manger avec son plateau River Table avec la résine au milieu ainsi que les bords naturels dits Live Edge sur un piétement en acier type Mikado. Alors que je vous explique rapidement pour faire le pied, comment je fais pour savoir quelle longueur couper et surtout à quel angle couper. Donc en fait là j'ai mon grand panneau de mélaminé qui va me servir de référence de travail. Et donc le bas de ce panneau, on va dire que c'est mon sol. Et je veux que mon pied arrive à une hauteur de 73 cm du sol pour qu'ensuite je puisse rajouter mon plateau qui fera peut-être 3-4 cm et qu'on mange du coup à peu près à 76-77 cm de hauteur. Donc ce qui fait que ici j'ai un trait qui est pile à 73 cm de mon sol. Et ensuite l'empattement du pied au sol, il y aura deux grands pieds et deux plus petits pieds. Donc alors pour les grands pieds ils vont partir de là jusqu'au coin ici, et donc je veux qu'ils prennent 1,50 m d'empiètement au sol. Donc j'ai tracé un trait à 1,50 m du bord là-bas. Ensuite pour les plus petits pieds, je veux qu'ils prennent un empiètement de 80 cm. Donc j'ai tracé un trait d'ici à ici. Donc en gros, ça donne ça. Je rappelle, ça c'est mon sol. Ça c'est un trait que j'ai tracé à 73 cm pour simuler la hauteur du pied. Ensuite, j'ai tracé un premier trait ici à 1,50 m pour mes grands pieds. Et j'ai tracé ici un deuxième trait à 80 cm pour les petits pieds. Maintenant, je prends le pied, je vais le placer dans le coin ici. Et je le place ici. Et j'ai plus qu'à tracer, hop, ici un repère. Pareil pour ici, je vais marquer mon repère et pouvoir le découper à la disqueuse. Donc ça y est, j'ai tracé mes repères sur un des petits pieds, également sur un des grands pieds. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'en coupe un sur deux et à chaque fois, je me sers de lui comme modèle pour le deuxième. Donc là, je vous ai déjà montré cette technique. J'utilise un gros fer plat pour être sûr de faire une coupe droite, même à main levée. Donc comme je le disais, maintenant que j'en ai coupé un proprement et que je l'ai bien ébavuré, je m'en sers tout simplement de repère pour le deuxième. Je trace là, je le fais dépasser un peu, je tracerai à l'équerre, je fais dépasser un peu, je trace à l'équerre et en dessous je rejoins. On passe un petit coup de disque à lamelle pour nettoyer tout ça et je vérifie également que mes deux coupes sont exactement pareilles. Du coup ça y est, les 4 pieds du piétement Mikado sont coupés. Donc là on a les deux petits, les deux longs. Maintenant je vais prendre ce fer plat et je vais couper plusieurs morceaux que je vais venir souder sous les pieds. C'est pas important si le fer plat ne prend pas toute la largeur du pied, c'est pas grave, ce sera le dessous. Et ensuite sur ce fer plat ici, il y aura les patins en feutre qui viendront pour protéger le sol. Et également je recouperai des morceaux, cette fois-ci un peu plus longs, que je viendrai mettre comme ça perpendiculaire. Et ici il y aura 2 trous à chaque fois et ce sera ces trous là que je vais utiliser pour fixer mon plateau au pied. Donc là j'ai déjà fait tous mes repères sur le fer plat, donc à la fois pour les plaques qui iront au sol et ici j'ai déjà mes repères tous les 14 cm pour les plaques qui me serviront à visser le plateau. Maintenant je commence par souder les plaques qui iront sous les pieds, donc comme d'habitude je pointe et ensuite je fais un cordon. Donc ça y est, toutes les plaques sont en place, elles sont meulées, donc c'est là-dessus que je vais mettre mon patin en feutre comme je l'ai dit. Et donc là on voit qu'il y a des plaques en dessous, mais quand on fait comme ça, vu du dessus, on remarquera à peine que le pied n'est pas posé au sol et c'est exactement l'effet que je voulais. Et maintenant je soude les petites plaques qui me serviront à fixer le plateau sur le pied. Maintenant le moment fatidique pour souder les tubes entre eux pour former le pied. Heureusement que j'ai mon pote Tony qui est passé à la maison pour me filer un coup de main. Alors je vous explique rapidement comment j'ai fait pour mettre ça en place. J'ai fait comme si ce panneau là c'était en fait ma table. Du coup là les pieds sont à l'envers. Avec l'aide de Tony ici présent, on a vissé les pieds dans le faux plateau pour faire en sorte qu'à chaque barre soit en contact au moins avec 2 pieds. Donc c'est à dire que ce pied là il est en contact avec lui et avec lui. Pareil ici, ce long pied il est en contact avec ce petit et ce petit. Donc maintenant je vais faire tout simplement des points de soudure. Je vais en faire là, là, etc. un peu partout. Donc ceux qui vont se voir je vais les faire le plus discrètement possible. Et ceux qui vont pas se voir je vais y aller un peu plus fort. Maintenant je monte même dessus pour tester si les petits points de soudure que j'ai fait vont suffire à tenir le plateau, sachant que je fais quand même 84 kg et ça tient sans problème.
Maintenant je perce les trous au diamètre final et j'utilise une fraise à ébazurer pour les nettoyer des deux côtés. Et là j'utilise une petite lime pour enlever les projections de soudure pour nettoyer le pied. Et maintenant c'est parti, petit coup de bombe noire. Maintenant installation des patins en feutre sous le pied. Ça y est, j'en ai terminé avec l'acier, maintenant on va passer au travail du bois. Je commence par construire une surface de référence pour dégauchir mon bois à la défonceuse, étant donné que les planches font 40 cm de large alors que ma raboteuse dégauchisseuse n'a que 25 cm de capacité. Donc là j'ai mon panneau de mélaminé qui est exactement large à l'intérieur des deux tasseaux, de 95 cm, ça va être la largeur finale de ma table. Ici j'ai mon plateau qui fait 5 cm d'épaisseur, et donc là j'ai mes deux tasseaux qui font 5,5 cm de hauteur. Il faut pas que ce soit trop haut parce que sinon j'arriverai pas à descendre assez avec ma fraise et je toucherai pas le bois. Donc là la première étape ça va être de prendre les deux plateaux de bois et de dégauchir cette face là qui est le dessous. En ce qui concerne le dessus du plateau qui est pour l'instant à l'envers, pour l'instant je m'en occupe pas parce que ça va, je trouve qu'il est pas très gauche, et de toute façon il sera raboté à la fin une fois qu'il y aura la résine dessus. Mais par contre je veux que la surface du dessous au moment où je vais couler soit parfaitement plane, donc celle-là oui il faut absolument la dégauchir maintenant. Alors pour ce projet du coup j'ai fait un nouveau traîneau de défonce, donc comme d'habitude toujours avec de la cornière en acier. Cette fois-ci c'est de la cornière de 40 par 40. Donc pour gagner du temps je vais essayer de défoncer avec cette fraise là qui fait déjà 57 mm de diamètre, donc quasiment 6 cm. Elle est énorme et donc elle passait pas dans ma défonceuse Bosch, donc j'ai pris cette défonceuse Parkside de chez Lidl que j'avais prévu pour faire une défonceuse sous table à la base, et j'ai agrandi l'ouverture ici avec une disqueuse, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là parce qu'il fallait absolument la défoncer pour que la fraise puisse passer, sinon elle passait pas du tout. Et donc ces deux cornières ne sont pas espacées exactement de la taille de la semelle mais un peu plus large, et ensuite j'ai rajouté des baguettes en bois parce que regardez, la fraise est tellement grande que si j'avais collé les deux cornières à la semelle de la défonceuse, bah la fraise aurait frotté les cornières, du coup j'ai dû faire ça. Donc là je suis sûr qu'elle touchera pas les cornières. Par contre elle fait que 1200 watts, je sais pas du tout si elle sera assez costaud pour faire tourner une fraise de 60 mm. Franchement là c'est que du test hein. Et si jamais ça fonctionne pas, bah je ferai avec une fraise plus petite, ce sera plus long, mais bon tant pis. Allez on essaye ça déjà. Bon bah top, ça fonctionne nickel. Bon par contre le moteur est vraiment pas assez puissant, je l'entends directement ralentir alors que pourtant je suis pas gourmand, je fais vraiment une petite passe. On va y aller comme ça, on va y aller doucement, mais au moins je vois qu'en une seule passe j'ai bouffé directement 6 cm et ça c'est cool. Petit rappel de l'utilité de dégaucher un bois, c'est que regardez, ici on a un creux, alors que plus on s'éloigne du bois et moins il y a le creux. Regardez, ici c'est tout lisse et ici c'est tout lisse, c'est à dire qu'en une seule passe je viens rectifier la courbe du bois. Et en plus avec ce système là, la défonceuse, si tu regardez, je peux tout à fait défoncer des nœuds sans problème, alors que ça avec une rabot d'élo j'aurais eu des éclatements dans le bois. Ponceuse à bande terminée, je passe maintenant à la ponceuse orbitale avec du grain 80. Regardez, le résultat est superbe. Et quand on veut enlever ce genre de traces là, aussi tentant que ça puisse être de vouloir incliner la ponceuse pour l'effacer comme ça, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment laisser la ponceuse travailler à plat et prendre son temps, et ensuite le plateau sera parfait. Donc ça y est, le dessous du plateau est poncé entièrement. Maintenant je vais le retourner, je vais le poser sur le mélaminé juste pour vérifier s'il est bien plat. Autant vous dire que je suis entièrement satisfait du résultat. Bon bah finalement cette fraise fait très bien le travail hein. C'est une fraise premier prix d'Amazon, oui c'est une fraise chinoise mais bon. Je l'ai payé une quinzaine d'euros, je vous mettrai un lien dans la description. Et franchement ça me va très bien, si avec cette fraise je fais que 2 ou 3 projets, c'est déjà largement assez pour moi. Étant donné que c'est pas mon métier, j'ai pas envie de mettre 90 euros dans une fraise CMT qui va me servir à peine 2-3 fois dans l'année. Dégauchissage du deuxième plateau terminé. Encore une fois, le résultat est parfait. Franchement, je suis super content. Alors, petite particularité pour cette river table, histoire de changer un peu mes habitudes. D'habitude, je coule la résine au milieu entre les deux plateaux de bois. Et là, ensuite, je coupe tout droit pour avoir une table vraiment rectangulaire. Mais sauf que cette fois-ci, je vais garder les bords bruts. On appelle ça live edge. Voilà, c'est pour changer un peu et ne pas toujours faire la même chose. Du coup, avant de faire ma coulée, je vais quand même nettoyer un peu mes bords là, histoire d'enlever, vous voyez, ces petites choses là, un peu partout. Donc, je vais passer un petit coup de ponceuse, mais je vais simplement nettoyer le bord qui va recevoir la résine. Alors que le bord extérieur qui reste naturel, lui, je m'en occuperai tout à la fin en même temps que le dessus du plateau. C'est pour ça que là, je m'en fous un peu de l'état du bois, vu qu'à la fin, je vais quand même passer ma fraise un peu partout. Là, le plus important pour moi pour faire ma coulée, c'était d'abord d'avoir un dessous super plat et ensuite de nettoyer les bords internes qui vont recevoir la résine.
Est-ce que vous voyez les fissures qu'il y a dans certains nœuds là? Et donc ça, je vais les remplir de résine épolsy. Mais pour pas que la résine coule parce que le nœud il est traversant, je vais tout simplement mettre du scotch de ce côté pour qu'au moment où je vais couler ma résine, être sûr que la résine ne fuit pas par en dessous. On sait jamais. Peut-être qu'il n'y en a pas du tout besoin, mais bon, ça me coûte rien de le faire, alors je le fais. Allez, je vais passer à la préparation du coffrage, donc petit coup d'aspirateur, histoire d'enlever la moindre poussière. Du coup, encore une nouvelle technique pour vous montrer différentes manières de faire le coffrage. D'habitude, je mets du scotch partout et ensuite je fais un cordon de silicone à la fin. Mais là, je vais changer de technique. J'ai Résine Pro France qui m'a envoyé ce film anti-adhésif, donc je vais le tester pour cette table. On va voir comment ça va marcher, en espérant que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de fuite, parce que cette fois-ci, j'ai envie de tester sans silicone. Et donc, ça me fait gagner un temps de séchage et qui va normalement, en plus d'étanchéifier le coffrage, va surtout m'aider au démoulage. Donc ça y est, le coffrage est prêt, il est fermé des deux côtés, je l'ai nettoyé une dernière fois, hop, j'ai même calé son niveau, il est nickel dans ce sens-là, il est nickel dans ce sens-là, c'est bon, je peux installer le bois et préparer ma coulée. Encore une nouvelle technique que je vais tester, là je vais tout simplement passer un petit coup de mastic directement sous ma planche pour être sûr que la résine ne s'infiltre pas sous la planche. Ici, tac, là je vais faire le tour du nœud, etc. Et on va voir ce que ça va donner. Ça y est, le jaune mastic est en place, maintenant on va aller mettre les planches directement dans le coffrage, c'est parti. Là, j'utilise mon pistolet à colle pour combler le petit jour qu'on voit, pour éviter que la résine glisse par là. Allez, c'est parti, on se retrouve enfin pour préparer la résine. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle au micro depuis le début de la vidéo. J'avoue que quand je suis en train de bricoler, je préfère vraiment être dans mon truc et ensuite je vous fais une voix off. Et de temps en temps, je prends le téléphone pour vous expliquer un truc précisément. Donc dites-moi si jamais ça vous dérange cette manière de faire, mais en tout cas, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça. Plutôt que à chaque fois mettre le micro, faire un truc, vous expliquer, faire un truc, vous expliquer, c'est vraiment compliqué. Allez, maintenant, petit rappel rapide pour savoir le volume qu'on doit couler. Donc je rappelle qu'il faut prendre la longueur de la table, donc ici 194 cm, fois la largeur en moyenne. Ici, on est entre 13 et 14 cm. Je vais prendre 13 cm, fois l'épaisseur. Ici, on est à 5 cm. On divise le tout par 1000. Il me suffit donc de faire 194 fois 13 de large fois 5 d'épaisseur divisé par 1000 et j'obtiens 12,6 kg. Donc 12,6 kg, ça va être la quantité totale de résine à couler. Donc avec cette résine, je pourrais tout couler en une seule fois. Elle peut couler jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Mais moi, j'ai envie de le faire en deux fois pour plusieurs raisons. Déjà parce que même au moment où je vous parle, j'ai pas encore choisi ma couleur, donc je vais vraiment y aller à tâtons. En plus, mon seau est noir, donc c'est vraiment pas pratique, mais bon, j'ai trouvé une astuce pour voir un peu les couleurs. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que quand on le fait en deux coulées, on a l'occasion de voir déjà si son coffrage est bien étanche et ça laisse un peu plus de chance aux bulles d'air de remonter d'elles-mêmes. Donc on va le faire en deux fois. Donc en tout, j'ai besoin de 12,6 kg. Moi là, aujourd'hui, je vais couler 5 kg ce soir, je pense. Donc par contre, j'ai besoin de 5 kg de résine, mais de composants A plus B. Sachant que cette résine-là a besoin de 100 de composants A et 67 de composants B. C'est-à-dire que A plus B, on va arriver à un total de 167 unités. Donc pour savoir tout simplement combien je dois me servir de A et combien de B, sachant que mes 5 kg que je veux couler font 167 unités, je fais tout simplement 5 fois 100 unités de A divisé par 167, le total des unités, me donne 2994 grammes de A. Et ensuite, pour la quantité de B, je fais 5 fois 67 cette fois-ci, divisé par 167, est égal à 2005 grammes de composants B. Donc voilà, je sais maintenant combien je dois me servir de A et de B. Donc vous voyez, c'est écrit juste ici, 100 de composants A et 67 de composants B. C'est pour ça que je parle de 167 unités. Et donc cette résine épolsy, c'est la Epolsy Table 5 pour couler jusqu'à 5 cm en une fois de chez Résine Pro France. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Donc la petite astuce que j'ai trouvée pour faire mes tests de couleur, c'est de d'abord mélanger la résine dans mon seau entièrement, sans la colorer, et ensuite je vais la verser dans ces trois petits tupperwares transparents. Et là, je vais la colorer et je vais voir ce qui me plaît. Donc là, déjà, c'est parti pour verser 2994 grammes de composants A, on va essayer d'être au plus proche, et 2005 grammes de composants B. Allez, c'est parti maintenant pour mélanger pendant 4 minutes. Pour ça, comme d'habitude, j'utilise le minuteur du téléphone pour être sûr de faire vraiment 4 minutes. Je vais essayer de tester ces deux pigments là ensemble, on va voir ce que ça donne. Je ne connais pas du tout les dosages ni rien du tout là. Là, on a un espèce de violet que je trouve vraiment magnifique. Je vais tester ce que ça donne si je rajoute quelques pigments blancs. Ah ouais, j'adore ce blanc argenté là, il apporte une certaine brillance, un certain aspect métallique en plus au violet là. Je pense que j'ai trouvé ma couleur, ça y est. Je fais ma coulée et là je m'aperçois que c'est un peu trop clair, donc j'arrête et je rajoute 2 gouttes de colorant noir juste pour foncer un peu la résine. Et là ce résultat me plaît encore plus. Pour
l'instant, je laisse la plupart des bulles remonter d'elles-mêmes. Regardez, elles pètent toutes seules. Et ensuite, d'ici quelques minutes, je passerai un petit coup de décapeur thermique. Donc on se retrouve le lendemain matin, la première coulée est maintenant sèche. J'ai même pas eu besoin de passer le décapeur thermique. Toutes les bulles ont éclaté d'elles-mêmes. Et regardez ces motifs, c'est même pas moi qui les ai faits, ils se sont faits tout seuls et franchement, c'est magnifique. Donc pour savoir l'épaisseur de cette deuxième coulée, je prends mon équerre à combinaison. Je vois qu'il me reste 1,5 cm d'épaisseur à couler. Donc c'est parti, on refait les calculs et on mélange. J'utilise les dernières gouttes de résine qui me restent pour combler un peu toutes les fissures et les nœuds. Allez, donc on se retrouve 3 jours après, la résine a très bien séché. Et pour une fois, je vais changer un peu l'ordre des étapes. C'est-à-dire que d'habitude, je l'aurais décoffré et ensuite, je l'aurais surfacé. Mais là, je vais la laisser dans son coffrage et je vais tenter de la surfacer directement à même le coffrage. Je vais simplement enlever tout de suite cette partie-là du coffrage et pareil en face. Et je vais garder les côtés. Et donc là, vous pouvez voir pourquoi est-ce que j'ai fait le coffrage un peu plus long que ma table en elle-même. C'est parce que tout simplement, si je veux que ma fraise touche le bord du bois, bah vous voyez que mon traîneau de défonceuse, lui, il dépasse de la table. Donc c'est pour ça que j'ai fait un coffrage un peu plus long que la table en elle-même. Bon bah franchement le résultat de la fraise est nickel, il n'y a aucun éclatement sur la résine. Regardez, je suis pas gourmand, hein. J'enlève pile ce qu'il faut pour surfacer toute la table en une seule passe. Il n'y a quasi rien à enlever, donc ça lui demande pas énormément d'effort à la fraise d'enlever tout ça, donc c'est nickel. Ça y est, le surfaçage est terminé, ça s'est super bien passé. Maintenant je vais passer la ponceuse avec un grain 80 pour effacer toutes ces traces. Donc le grain 80 a été passé partout, il n'y a plus aucune trace. Maintenant je vais pouvoir la décoffrer. Bon, le démoulage s'est super bien passé, le film anti-adhésif a vraiment fait son travail. Là c'est le dessous et regardez, j'ai bien de la résine qui a coulé un peu sous mon bois mais qui a été arrêtée par le joint de mastic. Donc heureusement que j'ai fait le joint de mastic. Et donc les scotch que j'avais mis sous les nœuds, ils ont bien servi également. Là on voit bien que la résine a bien coulé dans le nœud et heureusement elle a été arrêtée par le scotch. Donc je suis content, entre le scotch et le joint de mastic, tout a bien servi. Ça y est, le grain 80 a été passé partout en dessous. Maintenant on va recouper les deux bords. Il y a un peu de résine qui a coulé ici. On va recouper ça. Donc c'était ça le risque dont je parlais et pourquoi j'ai mis un joint de mastic. Parce que là il y a de la résine qui a glissé par ici et qui est remontée sur le bord. Donc bien sûr ça c'est pas de problème, je vais l'enlever. Mais si jamais ça avait recouvert tout ça, là j'aurais été un peu plus emmerdé. Donc pour éviter d'avoir des traces de brûlure dues à la scie circulaire, je le fais en 2 passes. Donc la première passe jusqu'à la moitié du bois et la deuxième passe, je coupe tout. Alors cette fois-ci, pour fixer le plateau sur les pieds, je vais pas directement visser dans le bois parce que je veux que ce soit démontable. Et donc pour pas abîmer le filetage, on met ce qu'on appelle des inserts. Donc en fait, je prends une mèche bois de 8 mm avec un scotch repère pour que je perce à la bonne profondeur. Je rentre ça à la clé Allen et ensuite c'est à l'intérieur de ça que je viendrai visser, regardez. Et du coup ça c'est une vis 6 mm et donc c'est la vis qui viendra directement dans l'insert. Comme ça je pourrai le monter et le démonter à volonté. Bon, il y a encore quelques nœuds dans lesquels il manque un peu de résine. Je vais faire comme d'habitude, je vais prendre la colle époxy bicomposant et je vais remplir rapidement tous ces nœuds. Ça va sécher assez rapidement et ça pourra se poncer tout de suite. Allez, on se retrouve maintenant pour finir le plateau. Donc je vous explique rapidement la petite cascade des grains. Donc ça va commencer par le grain 80, le grain 120, 180, 240 et je vais m'arrêter à 320. Et une fois que je suis monté à 320, je vais teinter le bois. Je veux qu'il soit plus foncé que ça pour aller avec le reste des meubles de mon salon. Et ensuite je mettrai l'huile. Honnêtement, la phase de ponçage a été vraiment longue, mais bon, c'est comme ça. Il faut vraiment passer tous les grains et être minutieux pour être sûr d'avoir un résultat au top. C'est donc le plateau a été entièrement poncé jusqu'au grain 320. Donc pour le teinter, je vais utiliser brode noix classique comme d'habitude. Donc je vais d'abord l'étaler au chiffon et ensuite je vais passer un petit coup de polisseuse avec ce pad en mousse et ensuite on mettra l'huile de finition qui sera de l'osmo. Maintenant, je passe un petit coup de soufflette pour vraiment dépoussiérer la table avant de commencer la teinture du bois. Et donc vous pouvez voir que je porte un tablier, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Surveillez mon tablier au moment où j'allume la polisseuse. Voilà la réponse.
Ça y est, donc le plateau est parfaitement teinté comme je le veux, de la bonne couleur. Et donc la finition, ce sera de l'huile Osmo, ce sera la 3032. Donc merci encore à Résine Pro France de m'avoir envoyé ce pot là. En plus, ils m'ont envoyé le gros pot, le 750 ml. Alors cette huile peut être utilisée sur un bois qui a été poncé jusqu'au grain 320 comme ici, contrairement au Rubio qui lui peut être utilisé que jusqu'au grain 150. Donc ici, on a une finition beaucoup plus douce que si j'avais mis du Rubio. Bon bah je crois que vous l'aurez compris, j'en suis super content, elle est toute douce, on dirait vraiment une peau de bébé. Donc ça vous prouve aussi qu'on peut faire des jolies choses avec du bois qui n'est pas haut de gamme. Ici en l'occurrence c'est du douglas, donc c'est un résineux comme le pin, le sapin, etc. En opposition au bois qui vient des feuillus comme le chêne, le frêne, le hêtre ou le noyer qui sont beaucoup plus chers. Merci encore aux deux sponsors de cette vidéo qui sont Résine Pro France pour la résine ainsi que la finition et la mine de fer qui m'a permis de réaliser ce magnifique piétement en acier. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en description. Ensuite je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube ainsi que sur Instagram. D'ailleurs sur Instagram vous êtes énormément à me demander si je vends mes créations, si vous pouvez me passer commande, etc. Mais je vous avoue que pour l'instant le bricolage c'est juste une passion. Je fais ça quand j'en ai marre de faire du montage vidéo, quand j'ai envie de sortir la tête de l'ordinateur entre deux montages, je bricole un petit truc et ça me fait énormément de bien. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai même fait ma coulée de résine dans mon salon étant donné qu'il faut respecter une certaine température. En hiver c'est tout simplement impossible de faire une coulée dans le garage et un projet comme ça était vraiment assez encombrant donc je me vois pas du tout faire ça de manière professionnelle dans mon salon, franchement c'est pas possible. Peut-être plus tard dans une future maison où j'aurai un vrai atelier et je pourrai bricoler dedans et où je ne dépendrai plus de la météo, du lever du soleil, du coucher du soleil, etc. Mais en attendant, franchement, pour l'instant, je garde ça comme un hobby. Et surtout, le point le plus important, dans toutes mes créations, j'ai eu des imprévus, j'ai des petites imperfections. Donc tant que c'est pour moi, c'est pas très grave. Mais honnêtement, parfois, je me dis que je peux pas livrer ça à un client. Enfin, je connais pas leur niveau d'exigence au client, mais une table comme ça coûterait assez cher. Pour vous donner une idée de combien coûterait cette table, rien qu'en matériaux, ici, on est aux alentours des 600 €. Entre l'acier, le bois, la résine époxy, l'huile de finition, les peintures, tous les abrasifs que j'ai utilisés, les différents disques à tronçonner, le gaz ainsi que le fil utilisé pour la soudure, le prix du mélaminé pour le coffrage. On est largement à 600 € cumulés rien que pour les matériaux. Et pour la main d'œuvre, j'ai mis 2 jours pour faire le piétement et 7 jours pour faire le plateau entre tous les temps de séchage nécessaires. Et donc je connais pas exactement les prix, mais si un artisan vous vend sa journée de travail à 100 € par exemple, ici on a 9 jours de travail, ça fait 900 € de main d'œuvre, plus les 600 € de matériaux, on est à 1500 € la table. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à mettre 1500 € dans ce genre de table. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.